Conseil que ce que je vais faire. Oui, Je vais vous largement. donner du beefsteak. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter en quelques mots et puis présenter votre parcours? Alors moi, je suis le porte-parole du Quai d'Orsay. Je suis Pascal Confavreux. Auparavant, j'ai travaillé sur la diplomatie économique, à la fois au ministère des Affaires étrangères, dans les services, ensuite dans le privé, aux aéroports de Paris, et puis après à l'Élysée, sur ces mêmes sujets, à la fois dans le soutien aux exportations et dans la politique d'attractivité de la France, par exemple le sommet Choose France. Et ensuite, j'ai bifurqué, je suis reparti dans le réseau diplomatique comme conseiller de presse à notre ambassade de France à Washington, et puis désormais comme porte-parole ici à Paris, auprès du ministre Jean-Noël Barrot. Quel a été le moment le plus fort de votre carrière diplomatique? Il y en a beaucoup. Ce qui est assez génial dans la carrière diplomatique, c'est qu'en fait, vous avez un nouveau métier à chaque fois. Vous pouvez être à un moment conseiller de presse, puis après vous passez conseiller culturel ou consul général, numéro 2 d'ambassade, pour venir en chef de bureau. Donc à chaque fois, vous vous réinventez. D'ailleurs, vous pouvez être bon dans un domaine, dans un métier, et puis différent dans un autre métier. Donc il y a plein de moments, mais dans les moments récents, ça a été notamment le sommet Africa Forward qui était à Nairobi il y a quelques semaines, qui était un temps fort et extrêmement important pour le président de la République Emmanuel Macron, pour la diplomatie, pour le ministre des Affaires étrangères, qui était d'incarner cet agenda nouveau de la relation entre la France et les pays africains. C'est quoi aujourd'hui les principaux défis de l'influence française dans le monde? C'est le durcissement des relations internationales. Parfois, certains appellent ça la brutalisation, le réveil des empires, et comment nous, la France, et derrière l'Europe, on incarne non seulement une troisième voie, mais aussi une troisième voie forte. C'est ce que le président appelle l'autonomie stratégique, ce que le ministre des Affaires étrangères défend inlassablement, comme en réalité, quand on se regarde en européen, on a beaucoup d'avantages, beaucoup d'atouts. Parfois, on doute de nous-mêmes, et quand on s'unit, on est capable d'avoir beaucoup d'impact sur le monde. Si vous pouviez passer 24 heures dans la peau d'un dirigeant étranger, ce serait lequel? Ça peut être passionnant d'être dans la peau de différents grands dirigeants, mais par exemple pour nous, connaître de l'intérieur le système politique allemand, c'est crucial. Parce que c'est notre premier partenaire, c'est notre cœur, disons, d'alliance. Et donc, un des éléments extrêmement importants comme diplomate, c'est de connaître par cœur notre partenaire allemand et d'essayer d'avancer au mieux avec lui pour notre agenda commun en Europe. Est-ce qu'on entretient ou est-ce qu'on va entretenir des relations avec l'Afghanistan? Vous savez, on ne reconnaît pas le régime des talibans. En revanche, on aide beaucoup notamment des sociétés civiles qui en souffrent, et je pense notamment aux femmes afghanes. Est-ce que la France est plus favorable à une politique étrangère européenne ou alors on se recentre sur le national? Les deux ne sont pas exclusifs. On échange beaucoup avec nos partenaires européens sur différents sujets. Vous avez d'ailleurs différents forums. Parfois, quand on parlait des questions du programme nucléaire iranien, on avançait en format, par exemple, on disait E3, ça veut dire avec les Allemands et les Anglais. On a un format qui s'appelle le Weimar, là c'est avec les Allemands et les Polonais, sur des questions par exemple comme les luttes contre les manipulations d'informations. Et puis bien sûr, il y a le format 27, dans lequel on avance beaucoup de domaines. Je pense par exemple au régime de sanctions. On a eu 20 régimes de sanctions contre le régime russe, par exemple, coupable d'agression de l'Ukraine depuis février 2022. Tout ça, ça demande énormément de travail, mais ça a énormément d'impact, en réalité, par exemple, en l'espèce, sur l'économie russe. Quelle est la place de la diplomatie économique dans le travail quotidien du Quai d'Orsay? Très important, depuis d'ailleurs une quinzaine d'années. C'est une réforme qu'avait portée en son temps le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, une réforme qui est relancée ici, avec notamment en mettant en avant la sécurité économique face à ce durcissement des relations internationales, et aussi en réalité la pression qui peut être exercée sur notre innovation, sur notre propriété intellectuelle. Et donc le boulot du Quai d'Orsay, des diplomates, du réseau des ambassades à l'étranger, c'est de défendre nos entreprises, nos entrepreneurs et nos entrepreneuses, à la fois dans leur capacité à pouvoir s'exporter. On ne le fait pas tout seul, on le fait avec par exemple les CCE, avec un organisme qui s'appelle Business France, et bien sûr avec le ministère
de l'économie et des finances. Mais c'est aussi un boulot qui est d'attirer des investissements étrangers en France. Vous avez dû voir par exemple un sommet qui s'appelle Choose France, qui est devenu assez connu, dans lequel on a plus de 200 grands PDG étrangers qui viennent et qui font des décisions d'investissement pour les emplois sur tout le territoire. Je sais que vous venez de Vannes, eh bien, il y a des emplois étrangers qui sont dans nos territoires et notamment ici, effectivement, en Bretagne. Et c'est ce dernier sommet de Choose France, il y a eu à cette occasion 93 milliards d'investissements. Alors, on ne se rend pas bien compte de ces chiffres, mais grosso modo, c'est colossal dans les sujets d'industrie, mais aussi dans les sujets d'intelligence artificielle pour l'avenir. Comment la France répond à la montée des sentiments anti-français dans certains pays africains ? Le sommet Africa Forward qui a été tenu il y a quelques semaines incarnait toutes les différentes évolutions que nous avons eues dans notre relation avec les différents pays africains. Je vais en citer quelques-uns. Premièrement, la capacité de pouvoir restituer des biens culturels qui avaient été pris de manière illégale par le passé. On a adopté le 9 mai dernier, de manière définitive, une loi cadre qui permet, dans certains cas, de pouvoir restituer des biens culturels qui sont demandés par les pays en question. Et ça a un impact considérable pour la réconciliation des mémoires, notamment. On a pu déjà avancer par le passé avec des pays comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, mais aussi comme l'Algérie sur ces sujets. Un autre exemple, c'est la fin des bases militaires prépositionnées, qu'on avait notamment dans la bande sahélo-saharienne, qui nous étaient parfois reprochées. Et on avance sur ces domaines-là, dans un domaine beaucoup plus désormais de coopération, notamment de formation avec les pays qui le décident et en toute transparence. Troisième élément, par exemple, ça a été la réforme aussi du franc CFA, avec une réforme très importante de la gouvernance qui fait que, par exemple, la France n'est plus membre des banques centrales qui gèrent localement le franc CFA. C'était quelque chose qui était parfois demandé et qui a été fait, notamment lors d'un déplacement du président de la République Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire à la fin de l'année 2019. Et voilà, il y a plusieurs exemples qui montrent des choses en fait très très concrètes qui ont un impact considérable. Et il y a notamment un sondage qui a été publié lors du sommet Africa Forward, sur lequel je vous invite à aller voir, et on voit que l'image de la France est positivement perçue par une majorité d'Africaines et d'Africains à cette occasion-là. Le G7 d'Évian commence dans quelques jours. Pourquoi c'est important ? Le G7, la France entretient une relation, presque... le G7 a été inventé par la France. C'était le G5 à l'époque, c'était à Rambouillet, c'était en 1975. C'était une idée française qui était à la fois de dire il faut rassembler les principales économies mondiales pour discuter de manière informelle mais avec beaucoup d'impact sur les sujets politiques comme les sujets économiques mondiaux. On est ravis d'avoir de nouveau cette présidence française. Le sommet des leaders se tient du 15 au 17 juin à Évian, au niveau du président de la République Emmanuel Macron. Ce sera l'occasion d'aborder principalement le sujet des grands déséquilibres mondiaux entre l'Asie, l'Amérique, l'Europe, avec à la clé des opérations normalement très concrètes, mais ça on en saura plus mardi et mercredi prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai terminé. Merci.